Bonjour, bonsoir, bienvenue à ce panel sur l'impact du Covid sur les acteurs, donc, essentiellement donc, assurance et courtier. Mais avant de commencer, en tout cas, je voudrais remercier M. Virion pour cette importante et relevante intervention. M. Virion, je ne suis pas sûr que ce soit votre dernière invitation, ça l'est certainement en tant que directeur du commissariat, mais nous aurons grand plaisir de vous retrouver, en tout cas, sous une autre casquette. Alors, aujourd'hui, pour parler un petit peu de cet impact sur les acteurs, nous avons la compagnie de Berthe Bouton. Il a été présenté tout à l'heure par Catherine Lesourd en tant qu'administrateur de l'APCAL Commission Vie. Et nous avons avec nous Nicolas Limbourg, CEO de Vitis Life, en représentance en tout cas du secteur de l'assurance vie. Et à distance, nous rejoindra Nicolas Demaret, responsable Belgique et Luxembourg pour Lombard International Assurance. L'impact du Covid, aujourd'hui, on a déjà eu notre première expérience, on a eu notre lockdown numéro 1. C'est complexe, c'est à 360 degrés. On peut parler des revenus, puisque les marchés ont diminué un petit peu, ils ont repris. On peut parler du personnel, de l'impact que ça a eu sur leur santé, sur le mode de travailler en télétravail. La digitalisation, évidemment, qui est au cœur de notre secteur. Et puisqu'on parle de digitalisation, on en parle parce qu'il y a eu des relations à distance imposées entre les acteurs et les clients, entre les acteurs eux-mêmes, d'ailleurs. Et si on parle de relations à distance, on parle aussi d'AML, de lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme. Nous sommes plus exposés dans les relations à distance. Et aussi, et là je voulais juste prendre un exemple sur ce qui s'est passé durant le lockdown numéro 1 dans le secteur non-vie. Un client m'appelle et me dit « Mais Lorenzo, est-ce qu'il est encore possible de souscrire la cyber insurance ?» Et je lui dis « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me demandes ça? En tout cas, oui, tu peux la souscrire. Oui, mais notre site vient d'être hacké et on doit payer une rançon de 5 bitcoins. Et ceci s'est passé au mois d'avril de cette année, donc on était en plein lockdown. Ceci a des conséquences qu'on ne s'imagine pas, puisque c'est une conséquence sur les sanctions économiques. À qui payeras-tu ces 5 bitcoins? À quelle entité? Est-elle sur les listes? Et donc, on a tous découvert ici un nouveau monde. Et ceci nous a été imposé à une vitesse extraordinaire. Alors, à l'aube, justement, puisque c'est une question d'heures, de minutes, peut-être de jours, d'un lockdown numéro 2, voilà un petit peu ce dont nous voudrions parler ici avec nos invités ce soir. Et alors je voudrais, puisque nous n'avons que 20 minutes à disposition, je voudrais donner de suite la parole à Nicolas Limbourg de Vitis Life. Nicolas, pour vous, quel a été l'impact et les enseignements éventuellement du Covid? Donc, chez nous, chez Vitis Life, et je pense, comme chez beaucoup de mes confrères ici à Luxembourg, les priorités étaient et restent, au regard de l'actualité, doubles. Tout d'abord, première priorité, c'est la préservation de la santé de chacun, et plus particulièrement de nos collaborateurs et à travers eux de leur famille et de leurs proches. Et puis, en second lieu, seconde priorité, c'est continuer à être aux côtés de nos partenaires, distributeurs et de nos clients pour les servir au mieux, malgré les impacts de cette crise à tout niveau. Et en vue de répondre à ces deux objectifs prioritaires, l'impact a principalement été d'ordre organisationnel. Mais grâce à l'engagement, à la flexibilité de nos employés, ainsi qu'à la fiabilité de nos processus et de nos services informatiques, on a pu, au cours de ces derniers mois, sans aucune discontinuité, continuer
à servir au mieux nos clients en conservant une même qualité de service et tout en veillant à préserver la santé de nos employés, notamment via le recours, bien évidemment, au télétravail. Alors, je dirais que ceci a été amplement facilité, et il faut le dire, par une communication très claire des autorités gouvernementales, du ministère de la Santé notamment, et par l'assistance également de l'ensemble du secteur public au Luxembourg, non seulement au travers de leur communication très tranchée et régulière, mais également au travers de la mise en place du congé pour raison familiale et de la mise à disposition très rapide de masques, et ce dès le début du mois de juillet. Donc voilà pour l'aspect, je dirais, organisationnel qui se poursuit, puisque on est occupé à remettre la plupart de nos employés en télétravail au regard de la recrudescence de cette épidémie. Au niveau de notre solidité financière, c'est-à-dire notre solvabilité, l'impact de la chute des marchés financiers pour une compagnie comme Vitis Life a été assez mineur. Tout simplement parce que nous proposons exclusivement des contrats en unité de compte. Et donc, malgré la baisse de nos encours, qui, au plus fort de la crise, a atteint plus ou moins 14%, nous avons aujourd'hui une marge de solvabilité qui reste supérieure à 250%. Donc, vous voyez que l'impact a été relativement mineur au regard de notre activité. Au niveau de l'activité en tant que telle, de l'activité commerciale, je dirais qu'aujourd'hui, pour moi, c'est un peu difficile de conclure. J'observe néanmoins que, en ce qui nous concerne, chez Vitis Life, dès la fin du mois d'août, nous avions dépassé l'encaissement en prime de 2019. Et j'observe également qu'au niveau du secteur, les chiffres, en tout cas en ce qui concerne les contrats en unité de compte, restent relativement stables par rapport à ce qu'on a pu observer l'année dernière, en tout cas pour les chiffres arrêtés à fin juin. Donc je dirais en conclusion, cette crise, au travers de ses différents impacts, pour ce qui concerne Vitis Life, a démontré notre grande résilience et notre grande capacité d'adaptabilité via l'agilité dont l'ensemble de nos collaborateurs ont fait preuve pour servir au mieux les distributeurs et pour répondre à leurs nouveaux besoins. Donc voilà en ce qui concerne, je dirais, principalement les impacts. Concernant les enseignements, Nicolas? Alors, concernant les enseignements, je pense qu'une crise, comme chaque crise, nous pousse à évoluer et donc représente une opportunité. Ici, au regard du contexte très particulier de cette crise, je pense que les sources de progrès sont d'ordre organisationnel. Je crois que cette crise a brisé certains tabous, notamment en ce qui concerne le télétravail. Aujourd'hui, on sait que ça fonctionne. Le quotidien le démontre. Les employés sont engagés, que ce soit au bureau, mais aussi au départ de chez eux, malgré un environnement de travail complexe, où il faut gérer époux, épouse et les enfants. C'est pas forcément évident, mais ça fonctionne. Et donc, je pense que c'est un des grands enseignements. Et puis aussi, on l'a déjà dit, au niveau technologique, via le recours plus important au digital, que ce soit pour l'organisation de formations via des webinars ou des réunions en vidéoconférence, également via la signature électronique. On aura peut-être l'occasion d'en reparler plus amplement au cours de cet événement. Mais ce que je dirais que ce sont des enseignements qui démontrent une certaine évolution. Et je ne parlerai pas de révolution, en tout cas pas dans le secteur de l'assurance vie en libre prestation de services, au sein duquel Vitis Life est actif. Enfin, je dirais que pour moi, cette crise a surtout été la démonstration de deux choses extrêmement importantes
qui font la vie de l'activité en assurance vie, en libre prestation de services. Tout d'abord, c'est que cette crise a démontré l'importance des relations intuitu personae que nous nouons avec vous, les distributeurs, et que vous nouez avec vos clients, et qui se base sur la confiance, qui repose entièrement sur la confiance. Et ça, on l'a vu que malgré cette crise, les clients sont restés présents, les distributeurs sont restés présents, ont pu trouver des solutions grâce, on va dire, aux relations très de proximité qu'ils ont réussi à nouer avec leurs clients. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, extrêmement important. C'est que par rapport aux insurtech, aux néobanques qui arrivent, notre activité, en tout cas dans l'assurance vie en libre prestation de services, je pense que la confiance qui est basée sur les relations humaines, le conseil que nous donnons, que vous donnez, souvent extrêmement complexe, qui recourt à des expertises, est extrêmement important pour le futur du secteur de l'assurance vie en libre prestation de services. Il faut évidemment que l'on renforce ces relations de confiance. En ce qui concerne Vitis Life, nous, ça passe évidemment par une plus grande communication avec les distributeurs, une amélioration de nos contacts, notamment via la transmission de données, d'informations, la mise à disposition d'outils digitalisés qui vont vous faciliter votre activité. Et également, à votre niveau, les distributeurs, c'est important, et M. Virion l'a rappelé, pour conserver cette confiance, de continuer à vous professionnaliser, à continuer à vous former et à suivre les évolutions réglementaires pour conserver toute la confiance de votre client au regard d'un environnement de plus en plus compétitif. L'autre démonstration, et ce sera le dernier point de mon intervention, c'est que cette crise a également mis en évidence l'importance en termes de diversification du Grand-Duché de Luxembourg et de l'ensemble du secteur financier luxembourgeois, que ce soit au niveau des acteurs bancaires, des professionnels du secteur financier ou des assurances. Je pense que la grande résilience du Grand-Duché et du secteur financier dans son ensemble a démontré, pour ceux qui en doutaient, que le secteur financier luxembourgeois est véritablement, en termes de diversification, un endroit qui reste prioritaire au niveau de l'environnement financier mondial. Et j'insiste, nous avons tous une responsabilité collective pour faire en sorte que ça reste comme cela. Et donc, on doit continuer à se professionnaliser, à se former, et on doit continuer ensemble à œuvrer en vue d'ajouter, je dirais, à cette relation très intuitu personae, une série de services qui nous permettront de répondre de manière plus adéquate et plus fine aux besoins des futurs clients. Merci Nicolas. Donc, je retiens organisation, solvabilité, mais surtout solidarité, résilience du secteur. On vous sent en tout cas prêt déjà à affronter ce deuxième lockdown, espérons-le. Et qu'en est-il alors, Berthe, de la vue du secteur du courtage? Je parlerai un peu du vécu. Bon, si l'année s'est annoncée déjà au niveau APCAL, mais aussi au niveau de chaque acteur, courtier, il ne marche pas. OK, maintenant, ça va? Donc, si l'année s'est annoncée avec un agenda très chargé, M. Virion en a fait allusion, il y a beaucoup de chantiers qui se sont mis en place depuis 2 ans et qui sont des chantiers qui s'étalent sur des années. Et tant pour l'APCAL que pour les courtiers, c'était une année déjà qui s'annonçait avec pas mal de chantiers d'implémentation, de nouvelles modes opératoires, etc. On applique comme courtier, beaucoup de courtiers ont appris ce que ça veut dire un BCP, un Business Continuity Plan. Ça faisait partie des livres et de la théorie et d'une procédure obligatoire qu'on se demandait
On a appris ce que ça fait, ce que ça veut dire un stress test. Vous, en Solva 2, vous faites les stress tests où les actuaires le font pour vous sur des modèles théoriques. Nous, on le vit. On a appris ce que ça veut dire business chain disruption. Il y a des courtiers qui vendent le contrat d'assurance pour couvrir leurs clients entrepreneurs contre le business chain disruption. C'est plutôt présenté comme un risque cata qui ne va jamais se présenter. Et puis tout d'un coup, grand cabinet de courtage comme petit cabinet de courtage comme solo courtier, un lundi matin, il se lève, il est en plein dans un stress test qui commence. Disruption, c'était quand même ça. Je peux rassurer M. Virion qu'en ce qui concerne les obligations de formation permanente de 15 heures par année au minimum, mon vécu, c'est que depuis le 15 mars, on est dans une courbe d'apprentissage continu. La formation ne s'est jamais arrêtée. On se lève dans une formation en vie réelle, on s'endort dans une formation en vie réelle. Il y a des gens qui se réveillent en pleine nuit parce qu'ils sont toujours en modus formation. C'est une bonne chose. Ça vient un peu de manière abrupte, mais on a aussi vu qu'au niveau de l'APCAL, que comme association, on a été très agile. On a un président qui nous dit depuis des années, agilité, c'est très important. J'avoue que l'un se dit oui, oui, on verra bien, l'autre se dit oui, oui, vous avez raison, mais bon, là, on a dû être agile. On a très vite réagi parce que je pense que c'était, Sabine, la dernière semaine du mois de mai qu'on a fait la première formation webinaire. Je pense que tu étais de la partie hein, pour Daxis. On a fait une formation 2 semaines plus tard pour faire une mise à jour rapide sur la loi du 25 mars AML pour dire aux courtiers, en attendant que le cadre se mette à jour au niveau secteur assurance, on vous dit déjà de quoi il s'agit. On a eu beaucoup de participants. Les 2 commissions, je pense que la commission vie, très vite a dit on passe en modus digital. Je pense que déjà, on fait une commission vie chaque premier mardi du mois. Et on a fait la première commission vie le 4 avril en modus Zoom. Donc on voit l'agilité. Maintenant, le vécu isolé hein, d'un cabinet de courtage, c'est vrai que la première question est de savoir comment est-ce que je continue à livrer ma promesse. Parce qu'on vend une promesse comme courtier. On vend le conseil au début, mais le conseil, en partie, c'est une promesse. Pour le courtier non-vie, c'est la promesse, je serai là quand il y a un sinistre pour t'accompagner. Pour un courtier vie investissement, c'est une promesse. Performance promise, et moi je fais en sorte que tous les prestataires vont livrer leurs promesses. Donc je pense que tout le monde s'est battu pour pouvoir être dans un premier temps réactif par rapport à la question client. Les courtiers vie n'ont pas été gâtés par la crise financière qui est venue à la fois, donc c'était du style le stress test ne suffit pas, un deuxième hein, au-dessus. Mais oui, bon, on en a parlé déjà, donc c'est pour ça que j'ai changé un peu mon discours, je ne vais pas répéter. On a constaté que réactivité, agilité, modus de survie, créativité, c'est des éléments de l'être humain qui font que, et de l'entrepreneur qui font que, on continue, mais on a vite constaté que les outils, c'est ça qu'il faut. La digitalisation, ça commence par un conf call, et 3 semaines plus tard, c'est un Zoom. Hein? Et entre-temps, c'est WebEx, Teams, Zoom, je ne sais pas tout quoi. Je pense que j'ai 10 devises sur mon iPhone, j'en avais un seul, j'avais Skype, début de l'année. Mais le client aussi. Mon premier client, crise financière, le 30 mars, moins 15. Qu'est-ce qu'on fait? On s'appelle. Ben, je veux parler mon gestionnaire. Le courtier est là. Je vais organiser une conférence vidéo avec le gestionnaire. Le gestionnaire qui vient, il présente une valeur ajoutée. On a le souci économique de on verra bien ce que ça nous coûte en résultat de l'année, mais on a investi dans une courbe d'apprentissage qui continue, qui va continuer encore des années, et on compte sur les assureurs. Les courtiers qui investissent en digital, ils auront besoin de l'assureur pour faire le lien entre client et assureur. Et on compte sur l'APCAL qui est là. On compte sur le commissariat qui sera indulgent quand il y a les comptes rendus et que l'un ou l'autre courtier souffre un peu. Mais on y croit et je pense qu'on montre tous ensemble qu'on reste sur la bonne pente.
Merci Berthe. On me signale de la régie que le sablier tourne. Donc nous ici, on va essayer d'accélérer aussi. Mais on retient que pour le courtage, pour la distribution en tout cas, il y a eu l'impact a été une accélération en tout cas de digitaliser ces process de distribution. Ce qui est un enseignement certainement ou un conseil pour le futur. Et alors nous avons donc avec nous maintenant pour nous parler de l'impact du Covid de la part d'un acteur important aussi, Lombard International Vie, Nicolas Demaret à distance, responsable Belgique et Luxembourg. Nicolas, bonjour. Quel a été l'impact et les enseignements de votre côté? Écoutez, bonsoir à tous, bonsoir à tous les courtiers qui nous rejoignent ce soir. Je vois que vous êtes nombreux. L'impact, comme pour tous les acteurs, a été impressionnant et je pense qu'il n'y en a pas quelqu'un aujourd'hui qui se demande mais qu'est-ce que c'est de ça? Donc depuis 6 mois, nous vivons une période incroyable. Je pense que je parle pour tout le monde, mais j'ai une lueur d'espoir pour tout le monde puisque chez Lombard, ce qu'on remarque en fait, c'est que qu'est-ce qu'on est flexible comme humain et qu'est-ce qu'on est fort dans la façon dont on s'adapte face à une situation de crise telle que celle qu'on vit et qu'est-ce qu'on est fort dans l'utilisation des outils qui sont mis à disposition. Berthe le disait, il comprend aujourd'hui qu'il y a plus que Skype sur son iPhone, donc c'est déjà une bonne nouvelle. Mais donc je pense que chez Lombard, si je dois résumer l'impact chez nous, je le décline en trois volets. C'est la continuité du service, c'est l'adaptation de l'offre et c'est finalement la proximité et la visibilité. Et si je tombe sur le premier, qui est la continuité, donc Berthe l'a dit, BCP, c'est quelque chose qu'on a finalement mis en œuvre. Et pour Lombard, un groupe qui passe de l'Amérique en Asie, en Europe, du nord au sud, mettre 500 personnes en 72 heures en isolation chez eux avec les systèmes qui fonctionnent pour permettre à faire les transactions et permettre à répondre aux courtiers par rapport au contrat de police, c'est assez exceptionnel. Et la chose positive, c'est qu'on voit que ça fonctionne. Et ma part, et chez Lombard, je pense sincèrement que ça fonctionne même mieux. Donc, c'est assez incroyable comme la technologie permet d'accélérer un certain nombre de processus et de simplifier des processus. Donc, je trouve ça vraiment une très bonne nouvelle. Nicolas l'a dit, certains tabous ont été levés et on en est ravis chez Lombard notamment. L'offre, et je pense que c'est une bonne nouvelle pour tous les courtiers qui nous écoutent et les assureurs, c'est que je pense qu'il y a un futur magnifique pour l'assurance vie devant nous. Je pense que 2021 va certainement être un grand cru puisque le Covid a fait en sorte que les gens se rendent compte que la mortalité, elle est proche de nous. Et ça fait réfléchir nos clients, nos partenaires se posent des questions. Que se passe-t-il avec mon patrimoine? Que se passe-t-il avec ma famille? Et c'est des questions qui se posent de plus en plus. Et donc, ça profite bien à l'assurance vie puisqu'on remarque, comme Nicolas l'a mentionné, dans les chiffres, qu'il y a une augmentation assez forte sur certains marchés où on remarque que la solution d'assurance reste vraiment quelque chose de valable dans un monde et dans une situation telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc, je pense que c'est une bonne nouvelle pour les courtiers puisque l'activité, à notre sens, va continuer à augmenter. L'offre également a changé dans le sens où les courtiers ne peuvent plus aller accéder facilement à leurs clients. C'est le même problème pour nous. On ne peut plus voir les gens, donc il faut réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire avec les technologies que nous avons. Et donc, j'ai déjà entendu dans le discours de Nicolas également le distance selling, comment est-ce qu'on met en place la signature d'un contrat quand le client n'est pas près de chez vous à table. C'est quelque chose qui est totalement possible aujourd'hui. Vous m'aurez demandé en décembre l'année passée, est-ce qu'on le fera dans 3 mois ou 4 mois? J'aurais dit jamais de la vie. Donc, c'est important. L'offre aussi couverture de décès. Chez Lombard, on fait de plus en plus ça. Je pense notamment à l'Allemagne qui aujourd'hui est un marché qui
commence à croître fortement chez Lombard. Pourquoi? À cause de ces couvertures de décès où les gens se rendent compte effectivement qu'il faut protéger la famille, et ils commencent à opter de plus en plus pour des solutions pareilles. Il faut innover, donc on est en train de mettre en place des solutions qui tiennent compte de la volatilité des marchés pour faire en sorte que les clients peuvent protéger leur patrimoine, protéger leur capital en cas de décès quand les contrats baissent. Finalement, si je regarde la proximité et l'accessibilité, on en a parlé, c'est digitalisation. Alors, tout le monde en parle, c'est presque quotidiennement qu'on l'entend, mais chez nous, on a fait un test run important, c'est-à-dire qu'avant Corona et avant le Covid, nous avons implémenté la solution digitale 100% sur notre marché phare, la France. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, 9 contrats sur 10 se font d'une manière totalement digitale. C'est assez incroyable. Et ce qu'on remarque également, c'est que les lockdowns consécutifs et celles qui vont venir n'arrêtent pas effectivement la production. Ça veut dire que les intermédiaires que nous avons continuent effectivement à pouvoir donner ces services, à pouvoir proposer des contrats d'assurance. Donc, ce que M. Virillon a dit, c'est vrai que cette technologie permet effectivement de réduire les erreurs et de faciliter l'onboarding, que ce soit le profilage du client ou la sélection des fonds ou les stratégies d'investissement. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose d'incroyable et moi, je suis d'un optimisme incroyable par rapport au secteur et par rapport à l'évolution. Finalement, proximité, c'est compliqué aujourd'hui. La preuve, je suis en isolation, donc je devais être à côté de Berthe et Lorenzo et Nicolas, mais finalement, j'ai eu un contact avec une personne à risque, donc je suis confiné. Mais ça n'arrête pas le travail. On peut continuer à parler aux gens, à expliquer, à éduquer. Je pense que Lombard n'a jamais autant communiqué. Nous avons travaillé ensemble avec notre département marketing qui a l'habitude de faire des events physiques tout au long de l'année. Aujourd'hui, on est passé totalement vers le digital et je peux vous dire que les nombres de contacts ont explosé. Nous avons, à mon avis, fait x4 les nombres d'interventions. Et M. Virillon a dit le mot IDD, les nombres de formations que nous faisons, les nombres d'agents courtiers que nous donnons maintenant le service d'éducation qui, à l'époque, était difficile puisqu'il fallait venir des gens de tous les coins de la Belgique, de Luxembourg, pour se réunir dans une salle, c'était assez compliqué puisqu'on a tous un calendrier très busy. Et aujourd'hui, c'est possible de faire une formation pour plus de 150 personnes en même temps, leur délivrer le certificat par après. Donc, c'est quelque chose de fantastique. Donc, Lorenzo, je dirais pour Lombard, on pense beaucoup à la santé des gens. C'est vrai que la sécurité sur le lieu de travail est important, mais ce que nous, on retient, c'est qu'il y a un futur fantastique pour l'assurance vie. Et je pense que la collaboration entre les courtiers à Luxembourg et d'ailleurs en Europe, c'est quelque chose qui est essentiel et qu'on va continuer à supporter. Et donc, je finis sur une note très positive, Lorenzo. Merci Nicolas pour cet encouragement. En tout cas, on est nous aussi rassurés puisque maintenant c'est nous qui nous préoccupons de ta santé, mais on voit que ça tient la route. Tu nous tiendras au courant. Oui, absolument. Alors écoutez, pour respecter un petit peu le timing que nous vous avons proposé à l'agenda, nous allons juste récolter, nous avons déjà récolté vos questions ici à la régie. On y répondra un peu en avant dans le programme. Par contre, nous sommes obligés un peu de conclure ici le panel et je vous remercie Nicolas Limbourg, Nicolas Demaret et Berthe pour votre intervention. Et nous allons passer de suite la main au collègue Alessandro Cuero de La Mondiale sur les conséquences du Covid sur les futurs produits. Lui aussi, à distance. Merci à tous.